Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Je suis ravie parce que Florence, ma collègue, que j'ai rencontrée aussi au Gabon, m'est invitée. Donc, merci beaucoup Florence. Merci à la SSGP, bien sûr, de m'accueillir. Je suis très contente de le faire en français parce que j'ai toujours l'impression d'être beaucoup moins débile en français qu'en anglais. Donc c'est super cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais essayer de tenir dans le temps. Je parle beaucoup moins ou peut-être plus rapidement que mes collègues gabonais. Donc ça devrait tenir dans 25 minutes. À peu près, donc, comme l'a dit Élise, j'ai commencé ma carrière en travaillant en partie sur la section parenthèse chez les primaires. Donc c'est vraiment la ligne de recherche de recherche que je développe. Moi-même, en fait. Après, on a des étudiants, évidemment, qui travaillent sur plein de choses chez les Anglais en particulier. Donc, alors, au début, j'avais fait tout un tour qui durait 1 heure, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était 20 ou 25 minutes. Donc, je vais surtout vous parler des mécaniques, en fait, de reconnaissance des apparentés. Alors, je sais comment ça marche, cette histoire. Ouais, voilà. Ah ben non, pas du tout. Parfait. D'accord, merci. On peut éteindre. Oui. Ouais, donc, avant de vous présenter quelques résultats plus ou moins récents en fait, que j'ai obtenus, je vais vous présenter le projet de recherche que j'ai monté en 2012 au sud du Gabon, au parc privé de la Lécounti, donc à petit village de Bakumba, vraiment très proche de la frontière congolaise. Voilà, donc c'est un projet de long terme que j'ai monté en 2012 pour étudier le mandril. Alors, vous savez peut-être, mais le mandril vit dans les forêts très denses d'Afrique centrale, principalement au Gabon. Vous savez par contre peut-être pas que les mandrilles, vu le milieu où ils vivent, sont hyper durs à habituer, les mandrilles sauvages. Fort heureusement pour moi, en 2002, donc c'est pile poil pendant ma thèse, on a relâché un groupe de mandrilles provenant de la captivité. Donc, ils provenaient du CIRF, donc du centre de primatologie du CIRF, en 2002 et en 2006. Et donc, en fait, ce petit groupe de mandrilles qui était issu de la captivité nous a permis d'habituer donc les autres membres du groupe, puisque donc en 2003, des mâles sauvages adultes sont rentrés dans le groupe de ces femelles captives pour se reproduire. Et aujourd'hui, en 2021, en fait, il ne reste plus que 6 femelles, d'accord, plus 7, 6, on vient d'en perdre une, qui sont issues de la captivité. Et tout le reste donc, sont des individus qui sont nés en milieu naturel et issus de pères donc, sauvages. Alors, ces quelques femelles, elles nous ont donc permis d'habituer les membres restants du groupe en 2012. Donc, il nous a fallu à peu près, à mon équipe et moi, 1 an pour pouvoir les suivre de façon continue du lever au coucher et encore quelques années de plus pour les avoir tous complètement habitués à nous. Alors, en 2021, donc aujourd'hui, le groupe il est constitué de 250 individus. Et depuis fin 2020, on les reconnaît tous individuellement. Et ça, ça a été un grand challenge qu'on a atteint grâce en particulier à Bertha, mon assistante de terrain et étudiante aujourd'hui, qui va nous présenter, qui va parler juste après. En fait, donc on reconnaît individuellement ces 250 individus. C'était vraiment un gros challenge dans ces milieux forestiers. Donc, quelques généralités. Certaines femelles de notre groupe sont équipées de colliers VHF pour les retrouver quand on les perd, ce qui arrive vraiment tous les mois, quasiment pour quelques jours. Voilà, donc j'ai une équipe aussi de 8 à 10 assistants de terrain et d'étudiants, mais surtout des assistants de terrain, donc gabonais ou européens, qui prennent des données biologiques quotidiennement. En 2012, j'ai également mis en place un laboratoire de terrain où en fait on fait toutes nos analyses, la majorité de nos analyses sur place, donc principalement des analyses endocrinologiques et puis parasitologiques. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur le groupe? Alors, on a connu un épisode de fission en 2019 qui a duré quelques semaines, mais sinon, le groupe de 250 mandrilles, il est cohésif et stable. Voilà. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ces mandrilles? Les données qu'on prend. Alors, je ne sais pas si ça marche, ça. Ah ben, ça ne marche pas. Ah non, c'est pas ça. Je suis nulle. Ah, si, ça marche. Ouais. Voilà. Donc, dans le milieu, en fait, hyper fermé, où ces mandrilles qu'on étudie évoluent, c'est quasiment impossible en fait de les compter en une seule fois. Donc ça nous arrive quand même régulièrement au fil des années de les compter quand ils traversent une route comme ceci. Alors on étudie également leurs déplacements quotidiens. Hein, et là par exemple vous avez l'occupation d'une partie de leur domaine vital en fait sur une période relativement restreinte. Donc tous les jours, comme je vous le disais, il y a des assistants de terrain qui sont formés aux observations, qui vont collecter des données de comportements sociaux et solitaires sur chacun des membres du groupe. Pour vous donner, à partir avec plein de méthodes bien sûr. Pour vous donner une petite idée, depuis 2012, on a collecté 7000 heures en fait, d'observation focale. On collecte également, on prend des recensements quotidiens, on collecte
aussi des données sur les cycles sexuels des femelles. Pour qu'on puisse ponctuellement, et jusqu'en 2015, on a capturé certains membres du groupe pour, pareil, obtenir des données biologiques sur eux. Mes assistants et moi, on travaille, depuis 2015, on travaille vraiment uniquement que sur des échantillons non invasifs, donc principalement des matières fécales, qu'on analyse sur le terrain. Donc, voilà. Et enfin, ponctuellement, selon nos besoins à nous ou ceux de nos collaborateurs, eh bien, on peut mettre en place relativement facilement des protocoles ponctuels. Voilà. Bon. Ah, voilà. Donc, alors maintenant, quelques mots sur l'espèce fascinante que j'utilise depuis 2000, parce que je fais mon master et ma thèse sur ces mandrilles. Alors, on est aussi, puis maintenant, je travaille plutôt sur cette population sauvage. Donc, le mandrille, c'est une espèce de primate de l'ancien monde qui vit dans les forêts très denses d'Afrique centrale, principalement au Gabon. Il forme des groupes sociaux très grands, de type multimâle et multifemelle. C'est une espèce à reproduction saisonnière où les deux sexes vont copuler avec plusieurs membres du sexe opposé pendant cette saison de reproduction. C'est une espèce qui est également caractérisée par la phylopatrie des femelles, donc les femelles naissent et meurent dans leur groupe natal, et les mâles dispersent généralement autour de la puberté. Les mâles mandrilles sont également des membres non permanents en fait, de ces groupes sociaux. Donc les mâles en général, ils peuvent rester quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, très rarement plusieurs années d'affilée dans le groupe. Alors, le mandrille forme aussi une société matrilinéaire typique, d'accord, qui est caractérisée par des relations sociales hautement différenciées entre apparentés maternelles, à savoir les mères des enfants, bien sûr, mais aussi les demi-frères et demi-sœurs maternelles. Vous allez beaucoup entendre ce terme pendant mon talk. Là, par exemple, je vous ai représenté 3 matrilines, avec 3 codes de couleurs différents. Et du coup, donc, comme les individus issus d'une même matrilignée naissent et pour les femelles meurent dans ce même environnement familial, en fait, il semble assez parcimonieux de supposer que la familiarité seule permet en fait la reconnaissance de ces apparentés paternelles entre eux. Okay. Alors, le mandrille est également caractérisé par une reproduction en faveur du mâle alpha extrêmement biaisée, puisque le mâle alpha, ici, c'est l'individu noir, chaque année, va engendrer entre 60 et 70% des naissances. Donc, en fait, chaque année, chaque matriligne va comporter, chaque matriligne, exactement, va comporter plusieurs individus apparentés via la lignée maternelle. Okay. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique très simple, ils sont très nombreux dans le groupe, mais aussi, ils sont probablement moins familiers entre eux que les apparentés maternelles, puisqu'ils naissent pour la plupart dans des matrilignées différentes. Okay. Alors, PHS, c'est pour paternel alpsibs, mais MHS, maternel alpsibs, vous allez voir tout le long. J'essaie de le retenir. Alors, pourtant, malgré ce manque en fait, de familiarité ou cette diminution de familiarité entre ces apparentés paternelles, ce qu'il fait, c'est qu'il montre également des relations sociales hautement différenciées, à l'instar en fait, des apparentés maternelles. Alors, on a en effet plusieurs preuves, enfin plusieurs études qui ont montré, pas seulement chez le mandrille, mais chez pas mal d'espèces de primates, d'autres espèces de primates. Ces études ont montré en fait un népotisme important entre ces apparentés paternelles, donc en particulier les demi-frères et demi-sœurs paternelles, chez plusieurs primates. Donc ici, je vais montrer les relations sociales en fait de 45 femelles adultes de notre groupe. Donc ce premier graphe représente 3 types de comportements, donc le toilettage, l'agression et l'association spatiale, avec les apparentés demi-sœurs paternelles en rouge, les demi-sœurs maternelles en orange et les femelles non apparentées en jaune. Évidemment, on contrôle pour plein d'autres facteurs, l'âge, le rang, etc. Et ce qu'on montre globalement, c'est que les demi-sœurs paternelles et les demi-sœurs maternelles, elles présentent en général des phénotypes sociaux relativement similaires, c'est-à-dire qu'elles se toilettent plus entre elles que des non apparentés, elles s'agressent également plus entre elles, et elles sont aussi plus associées spatialement par rapport à des femelles non apparentées. Voilà. Donc, si je reviens un peu sur le graphe précédent, on a estimé récemment dans notre groupe étudié que pour une femelle d'un matriligne donné, en fait, elle a 3 fois plus de chances environ d'avoir des apparentés paternelles disponibles pour interagir avec eux que d'apparentés maternelles. Par contre, la variance dans le nombre d'apparentés paternelles disponibles, elle est 13 fois plus grande que le nombre d'apparentés maternelles disponibles. Ça veut dire que pour une femelle qui naît dans un matrilignée, elle aura tout le temps un
un petit nombre d'apparentés maternelles avec lesquelles interagir. Par contre, elle aura soit un très grand nombre d'apparentés paternelles avec lesquelles interagir, soit très peu, en particulier si cette femelle elle est engendrée par un mâle subordonné. Okay. Alors, ce setting social en fait, que vit le mandé nous a amené à formuler la prédiction qu'un système de reconnaissance performant devrait avoir évolué entre ces apparentés paternelles pour pouvoir les discriminer, les reconnaître pardon, et les discriminer comportementalement. Et ça, parce que les bénéfices indirects sont potentiellement élevés, comme c'est prédit par la sélection de parentèle. Alors, il y a trois. Donc, en fait, comment font ces apparentés paternelles pour se reconnaître? Donc, il y a trois mécanismes qui ont été proposés. La similarité en âge, tout d'abord, puisque, en effet, comme ces apparentés paternelles sont issues d'un même père et que le temps de dominance des mâles est généralement restreint, eh bien, ces apparentés paternelles sont généralement proches en âge. Okay. Certaines formes de familiarité ont aussi pu se mettre en place en fait entre ces apparentés paternelles, probablement médiées par des tierces individus. Donc, je vous donne un exemple très clair. Si des femelles savent avec qui elles se sont reproduites et s'associent avec ce même mâle à la naissance de leur enfant, en fait, cela peut créer un environnement social familier entre ces individus qui sont issus de mères différentes, mais de pères différents. Et enfin, il y a un troisième mécanisme qui s'appelle la correspondance du phénotype, donc phenotype matching, qui stipule qu'il existe une corrélation entre la ressemblance phénotypique et la ressemblance génétique. Et donc, le phénotype matching, eh bien, ça propose que des individus sont capables de connaître soit leur propre caractère phénotypique, soit ceux d'apparentés qu'ils connaissent, et les font correspondre à des apparentés inconnues afin de les reconnaître et de les discriminer. Alors moi, quand j'ai commencé ma thèse, en fait, il y avait très peu de choses qui étaient connues sur ce mécanisme de phénotype matching chez les grands mammifères, parce que généralement, en fait, il est difficile de distinguer ce mécanisme de familiarité. Et c'est ce mécanisme que j'ai découvert ces dernières années. Alors, comme je vous l'ai dit en début de présentation, en fait, les femelles du groupe que j'étudie, les individus du groupe que j'étudie, en fait, sont issus d'un groupe de captivité. Et bien sûr, au fil des ans, c'est les femelles de captivité, les individus de captivité, et les individus dans mon groupe étudié, on continue à se reproduire, créant en fait un setting un peu unique où des individus sont donc apparentés, donc dans les deux populations, mais ne se sont jamais connus. Donc on peut vraiment distinguer les mécanismes de familiarité de ceux éventuels de phénotype matching. Alors en 2000, je ne sais plus combien, 14 ou 15, on a commencé une collaboration avec Florence Lebrébeau, que vous voyez ici incorporée en train de collecter des sons, pour étudier donc le phénotype matching par les voix. Alors, on a collecté, Florence a collecté des sons chez des individus des deux populations, donc mince, raté encore. J'ai fait carrément n'importe quoi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça ne marche pas. Bon, bref, alors je ne vais pas le refaire, le son, par contre. Je ne vais pas faire comme. C'est pas très grave. Ouais, ouais. Des trucs pour. Donc, ça, c'est un contact complètement typique qu'on retrouve chez tous les mandrilles. C'est le cacac, voilà. Là, ici, vous avez le sonogramme. Et à partir de ces différents sonogrammes, en fait, Florence, elle a extrait 7 paramètres acoustiques grâce auxquels elle a généré des distances acoustiques entre paires d'individus. OK? Je pourrai vous en parler si vous êtes intéressé. Donc, ce qu'on a fait déjà dans un premier temps, c'est de voir s'il y avait un signal de l'apparentement génétique dans ces voix. Donc, ici, dans ce premier graphe, vous avez donc une distance acoustique entre paires d'individus qui est dotée en fonction de 3 classes d'apparentement génétique, allant des moins apparentés aux plus apparentés. Et on trouve bien un signal de l'apparentement relativement fort parmi les individus, signal d'apparentement, dans les voix. Ça veut dire que les individus qui sont hautement apparentés présentent des voix relativement similaires. Alors cet effet il était combiné à aussi un effet de la familiarité, mais globalement, on observe le même patron. Ici, par exemple, en gris foncé, vous avez des tiers complètement non familières. Donc les individus apparentés ont des voix plus similaires. Alors ensuite, on a distingué différentes classes d'apparentement de femelles. Donc ici, vous avez les non apparentés, les apparentés via la lignée paternelle, les apparentés via la lignée maternelle.
Ce qu'on trouve ici, c'est que les noms d'apparentés ont des voix relativement distantes, qui ne ressemblent pas par rapport aux deux classes d'apparentés. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est une différence significative aussi entre PHS et MHS, à savoir que les individus apparentés via la lignée maternelle ont tendance à présenter des voix plus similaires que les individus apparentés via la lignée paternelle. Voilà. Et donc, alors, ce qu'on a proposé avec Florence, c'est que les individus via la lignée maternelle vivant toute leur vie dans le même environnement social, on a proposé que la familiarité modulait également leur voix. Et c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce troisième graphe que je vous montre, un effet fort aussi de l'apparentement, de la familiarité, pardon, je vais y arriver. Donc ici, vous avez les diades très familières à droite et les diades non familières sur la gauche. Donc, je vous ai aussi représenté toutes les diades et les diades non apparentées pour vous donner une idée, mais globalement, c'est le même résultat. On a des voix plus similaires parmi les individus apparentés. Okay. Donc, ça, globalement, montre bien un effet à la fois de la génétique, mais aussi de la socialité, puisque la familiarité module la structuration des voix chez le l'embryon. Alors bien sûr, la deuxième étape, c'était de tester pleinement cette hypothèse, ce mécanisme de phénotype matching. Pour cela, Florence a mis en place des expérimentations de playback. Donc, on a collecté des voix de contact dans la population naturelle et globalement, on les a diffusées, on les a diffusées à des individus du Siam. Okay, et on a bien sûr regardé leur réaction. Et voilà ce qu'on trouve. Donc, globalement, on trouve un effet très fort encore de l'apparentement sur la réaction comportementale des individus. Donc là, encore une fois, alors il y a aussi différents degrés de familiarité, c'est pareil. Je vous l'ai représenté, mais globalement, c'est le même résultat. On trouve un effet significatif de l'apparentement sur la réaction comportementale. Ici, vous avez le nombre de mouvements effectués envers le speaker. Et vous pouvez voir que donc les individus à qui on diffusait des voix d'individus apparentés réagissaient beaucoup plus que quand on leur diffusait des voix de non apparentés. Voilà, donc c'est demandé. La conclusion, c'était que le phénotype matching existait bien, pour les voix en tout cas, mais qu'il y avait également un effet fort de la familiarité qui modulait ces voix. Alors, beaucoup plus récemment, j'ai entamé toute une série d'analyses et quelques études qui ont résulté sur la reconnaissance faciale. Okay, en fait, ça m'est venu quand j'étais sur le terrain. Il y avait cette femelle adulte qui ressemblait énormément à ce mâle adolescent, d'accord, et je me demandais bien pourquoi, et surtout qu'en fait, le mâle adolescent était déjà 2 fois plus gros environ que cette femelle. Et en fait, quand je regardais dans le pédigré, ils étaient évidemment issus du même père. Ils pouvaient être un subordonné à l'époque. Alors là, j'ai un petit jeu pour vous que je fais à chaque fois. Donc, vous avez 4 femelles, une femelle focale et 3 de ses partenaires sociaux. Et parmi ces 3 partenaires sociaux, il y a une non apparentée, une apparentée via la lignée paternelle et une apparentée via la lignée maternelle. Donc ici, vous pouvez un petit peu regarder, me dire plus tard si vous aviez raison ou pas. Et voici la réponse. Donc, pour moi, il me paraît évident que ces 2 femelles-là, elles se ressemblent beaucoup plus en fait que les temps, elles partagent le même degré d'apparentement génétique. Et en fait, ces observations naturalistes m'ont fait me demander si la ressemblance faciale paternelle, d'accord, elle reflétait simplement la ressemblance génétique entre les femelles ou elle résultait de processus de sélection parentale pour améliorer en fait la reconnaissance de ces apparentés paternelles et bien sûr la discrimination comportementale qui en résulte. Donc en fait, si cette ressemblance faciale est bien sous sélection de parentèle, en fait, on s'attendait à ce que les demi-sœurs paternelles en fait, se ressemblent plus entre elles que attendu selon leur ressemblance génétique. En d'autres termes, que les demi-sœurs paternelles devraient ressembler plus aux demi-sœurs maternelles. Même si ces 2 catégories, je le rappelle, partagent en espérance le même degré d'apparentement génétique. Alors, ce qu'on a fait, c'est que depuis 2012, on collecte, les assistants plutôt collectent des photos sur les mandrilles. Donc aujourd'hui, on a plus de 30 000 photos qu'on a collectées sur 300 individus de la population. Et bien sûr, pour certains d'entre eux, les relations génétiques étaient connues grâce à un pédigré relativement bien résolu. Avec toute cette banque de données en fait, de photos, on a utilisé des méthodes d'intelligence artificielle basées sur l'entraînement de réseaux neuraux profonds pour générer des distances spatiales entre paires d'individus. Okay, alors ça, c'est pas moi qui le fais, c'est un collègue à moi à Montpellier. Donc ne me posez pas trop de questions sur les méthodes, s'il vous plaît. Alors les méthodes d'intelligence artificielle, le peu que je peux vous en dire, c'est que c'est vraiment puissant en fait comme méthode.
sauf qu'il faut un jeu de données d'entraînement assez grand, c'est-à-dire ça a besoin en fait d'avoir au moins pour certains individus, même une quinzaine, une vingtaine d'individus, énormément de photos pour qu'ils puissent reconnaître que c'est le même individu. Le jeu de données d'entraînement est hyper important. Une fois que le réseau de neurones est bien entraîné, par contre, vous pouvez amener une seule photo pour un individu donné, et ça suffira pour bien établir en fait une distance faciale assez bonne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré les distances faciales entre les paires de photos de 38 femelles adultes de notre groupe, pour lesquelles on avait vraiment un pédigré hautement résolu. Et ce qu'on montre ici, ce graphe, c'est qu'il existe une corrélation négative, significative, entre l'apparentement génétique de celles et leur distance faciale. En d'autres termes, les femelles qui sont apparentées génétiquement, elles se ressemblent beaucoup plus, que les femelles non apparentées. Pour vous donner une idée ici de notre méthode, là, c'est la ressemblance moyenne des photos prises sur les mêmes individus. Okay. Toutefois, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment distinguer les MHS des PHS qui se retrouvent en moyenne dans cette tranche. Alors, dans un second temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé notre jeu de données entre femelles apparentées via la ligne maternelle, et on les a comparées à la distance faciale mesurée entre femelles non apparentées, jaune. Et ce qu'on trouve globalement, c'est un effet de l'apparentement génétique, des classes d'apparentement génétique, combiné aussi à la différence d'âge entre paires de photos, d'accord. On montre que ces apparentés paternelles, comme prévu, elles se ressemblent beaucoup plus, en fait, que les apparentés maternelles, spécialement quand elles sont dans une petite différence d'âge entre elles, donc inférieure à 2 ans. Par contre, quand la différence d'âge augmente, la ressemblance faciale entre apparenté paternelle et maternelle s'équilibre, en fait, redevient à peu près la même. Ça, c'était chez les femelles adultes. Après, on s'est aussi intéressé à la ressemblance faciale chez les femelles juvéniles, donc chez Maurice, c'est entre 2 et 3 ans à peu près, et on montre exactement le même patron. Pareil, en combinaison avec la différence d'âge des photos. Donc, globalement, chez les femelles juvéniles, donc très jeunes, eh bien, cette ressemblance faciale accrue entre apparenté paternelle, elle existe, et elle est beaucoup plus forte que la différence faciale entre apparenté paternelle, qui cette fois, ces jeunes âges ne se différencient pas des femelles apparentées, non apparentées. Et ce patron, globalement, c'est celui qu'on observe avec des photos dont la différence d'âge était plus grande que1 an, mais c'est moins significatif comme d'être par cause d'un sample size un peu plus restreint. Voilà. Donc, en fait, on observe bien une augmentation, une similarité faciale accrue entre apparentés paternelles qui a probablement évolué pour améliorer la reconnaissance entre elles. Donc, juste pour résumer très rapidement, les apparentés paternelles se ressemblent plus entre elles qu'attendu. Les apparentés paternelles ont aussi des relations sociales différenciées. Donc, probablement que la discrimination de ces apparentés passe par l'évaluation des traits faciaux. Ceci dit, comment faire un mandril, en fait, pour savoir exactement à quoi il ressemble? Alors, je doute qu'ils aient en forêt la capacité de savoir à quoi ils ressemblent eux-mêmes. Peut-être que ça existe, mais je ne crois pas trop. Donc, on a proposé que la ressemblance accrue entre apparentés paternelles était évaluée, mais aussi utilisée par des tierces personnes pour influencer les patrons d'association qu'on observe entre les apparentés paternelles. Alors, puisque cette ressemblance paternelle, en fait, elle arrive à des très jeunes âges chez les mandrilles, donc on a vu dès la juvénescence, en fait, et que les pères sont la plupart du temps absents du groupe natal de leurs enfants à leur naissance, eh bien, on a proposé les mères comme des bonnes candidates pour justement médier les relations de ces enfants, de ces propres enfants, avec leurs apparentés paternelles. On s'attendait également à ce que cette médiation arrive dès l'enfance, en fait, quand les enfants sont encore extrêmement dépendants de leur mère, c'est-à-dire 0 à 1 an globalement. Et c'est ce qu'on a testé dernièrement. Alors, cette fois, on s'est intéressé à un jeu de données de 80 enfants, donc âgés de 0 à 1 an, pour lesquels on avait pas mal de photos. Donc, pour 15 d'entre eux, leur paternité était connue. Malheureusement, pour 65 d'entre eux, elle n'était pas connue, puisque c'est très dur de collecter des échantillons de la matière fécale chez les bébés en particulier. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est que pour les 65 autres, en fait, on a considéré ceux qui avaient été conçus pendant le même temps de dominance d'un même mâle, de ceux qui ont été conçus pendant 2 temps de dominance différents. D'accord? Donc là, c'est un premier graphe c'est les résultats, donc ce qu'on montre globalement, donc en contrôlant pour plein d'autres effets.
on montre que les individus qui sont soit issus du même père, soit conçus pendant la même dominance, en fait, se ressemblaient plus entre eux, significativement plus entre eux, que les individus donc, conçus pendant des dominances différentes ou issus de pères différents. Okay, donc ça confirme nos précédents résultats qu'on avait obtenus chez les juvéniles. Donc là, on n'est pas encore à l'enfance, la période de l'enfance. Par contre, à ces jeunes âges, comme pour les juvéniles, en fait, on n'observe pas de signal de l'apparentement maternel chez les bébés. Voilà. Donc, évidemment, cette ressemblance faciale accrue, en fait, nécessite une explication évolutive, basée bien sûr sur le mécanisme de phénotype matching. Et en fait, notre hypothèse, c'est que les mères utilisent cette information phénotypique pour favoriser et influencer en fait les opportunités sociales de leurs enfants. Donc cette fois, on a combiné des données de ressemblance, donc du portrait, à des données comportementales, donc principalement essentiellement des associations spatiales de 48 de ces enfants avec 30 de leurs mères, en fonction de la distance faciale de ces bébés. Donc là, je vais vous montrer 3 graphes. Un graphe sur les associations spatiales des femelles avec des bébés en fonction de la ressemblance de ces bébés avec leur propre bébé, un graphe sur les associations spatiales entre bébés et un graphe sur les associations spatiales entre les mères. Donc ce premier graphe, c'est l'association spatiale entre les mères et les enfants en fonction de la ressemblance spatiale de leur bébé, d'accord? Et puis d'autres paramètres également, sachant que les tiers les plus associés se retrouvent à droite. Donc ici, vous pouvez voir que plus les individus plus les bébés ne se ressemblent pas en fait, moins la mère s'associe avec ses bébés. En d'autres termes, les femelles sont plus proches spatialement de bébés qui ressemblent à leur propre bébé. Okay, on a trouvé un résultat relativement similaire sur les associations spatiales entre bébés. Globalement, les bébés qui se ressemblent ont tendance aussi à être plus associés spatialement. Par contre, quand on a regardé les associations spatiales entre les mères, eh bien, on n'a pas trouvé d'effet de la ressemblance de leurs enfants entre elles. Ils ne s'associent pas plus entre elles. Okay, ça veut dire en fait que globalement, les mères s'associent activement aux bébés qui ressemblent à leur propre bébé, mais pas à leur mère. Alors, à ces jeunes âges, donc 0-1 an, les enfants suivent globalement ce que font leurs mères. Cette directionnalité relativement élevée des relations sociales mère-enfant suggère que c'est bien les mères qui sont les médiatrices des patrons d'association de leurs enfants et pas les enfants. Ok. Mais alors, du coup, ce résultat, ça nous amène à nous questionner quand même quels sont les avantages évolutifs pour une mère de s'associer avec des bébés qui partagent des gènes paternels avec leurs enfants, mais pas des gènes maternels. En fait, quels sont les bénéfices sélectifs à favoriser le népotisme entre parenté paternelle pour une mère? Eh bien, cela, en fait, comme j'avais du mal un peu à comprendre le mécanisme évolutif, j'ai fait appel à un collaborateur de mon laboratoire, qui est un mathématicien et évolutionniste qui travaille sur la parentèle, pour formaliser tout ça. Donc ici, je vous ai représenté un graphe très simple. Vous avez un acteur en haut qui peut augmenter ses bénéfices directs via son action envers sa propre progéniture ou augmenter ses bénéfices indirects via ses actions envers des individus apparentés. Ça, c'est vraiment une représentation complètement simplifiée, la théorie de la sélection parentale. OK. Et bien, sur des hypothèses minimales, mes collègues et moi, nous avons montré qu'un individu acteur, donc ici une aire focale, pouvait également obtenir des bénéfices en influençant les relations d'un individu non apparenté à elle, mais qui était apparenté à sa propre progéniture. Donc, les mères mandrilles peuvent retirer des bénéfices en termes de sélection, des bénéfices directs en fait, en favorisant le népotisme entre ces individus non apparentés, certains individus non apparentés à elles, mais apparentés à leur propre bébé. Ça, c'est le scénario A. Et, voilà. Par contre, ce mécanisme qu'on propose, alors on lui a donné un nom, on l'a appelé la sélection parentale de deuxième ordre, okay, puisque de façon cruciale, en fait, c'est un peu différent de la sélection parentale classique, puisque cet individu-là, en rouge, il n'a pas besoin d'être apparenté à la mère, pour que ça puisse évoluer. C'est un mécanisme qui est aussi beaucoup plus généralisable que ce simple exemple que je vous ai montré chez les mères et les enfants, puisqu'on s'attend à la même chose, en fait, pour tout comportement qui favoriserait des interactions positives entre un individu qui est non apparenté au focal, mais qui est apparenté à ses propres apparentés. Voilà, donc, alors, même si ce mécanisme de sélection parentale de second ordre a
le potentiel d'expliquer en fait toute une part des relations sociales entre les individus qu'on observe, eh bien, il tombe complètement dans le framework mathématique en fait offert par la théorie de la fitness inclusive. Et donc maintenant, là, en ce moment, même, ce que je cherche à tester, c'est justement ce fameux scénario B. Puisque chez les primates, il y a pas mal des littératures un peu croissantes qui montrent que quand une femelle n'a pas accès à des imparentés pour interagir avec, en fait, elle va reporter son affiliation, ses comportements sociaux privilégiés envers des individus non apparentés. En fait. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ces individus non apparentés ne seraient pas en fait les PHS de leur propre MHS. Je sais, ça rend fou, c'est la folie. Voilà. Eh ben, merci à tous. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. C'était vraiment quelques exemples de ce que je faisais un peu en ce moment. Je remercie bien sûr tout le monde, vous. Ces études ne se font pas seules, hein, c'est avec plein de collaborateurs. J'ai quand même envie de remercier tout particulièrement mes assistants de terrain. Vous avez là la dernière version des assistants de terrain, les derniers voilà, qui sont en ce moment sur place. Qui collectent tous les jours les données pour le projet Mandrilus, malgré les conditions de terrain souvent extrêmement difficiles. Donc, merci à eux en particulier. Voilà. Merci.